parti, bonne et heureuse année à tous et bienvenue dans ce nouveau débrief sur Médian TV Afrique, le premier de cette année 2018 qui commence et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et surtout en compagnie de nos programmes sur Médian TV Afrique. Alors pour aujourd'hui, tout comme la semaine dernière, nous allons faire une rétrospective de l'année 2017 du continent, mais économique cette fois-ci avec nos invités. Il s'agit de Monsieur Babou, Meïssa Babou, économiste et professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci Monsieur Meïssa Babou. Merci pour l'invitation et bonjour. Un plaisir de partager le plateau avec vous en ce nouvel an. C'est moi aussi. Avec lui également, nous sommes avec Mamadou Ndiaye, journaliste économique. Merci. Bonjour Aminata, bonne et heureuse année 2018. Bonne et heureuse année à vous aussi. Et voilà, nous allons commencer. Si on prend l'exemple de l'Afrique subsaharienne, l'économie de cette partie du continent s'est établie à 2,6% selon la Banque mondiale pour atteindre une croissance de 3,2% à 3,5% en 2018 selon ses prévisions. Globalement, vous le savez, la chute des prix du pétrole, les crises politiques et les attaques terroristes ont impacté négativement sur l'économie de certains pays africains. Certaines économies sont aussi entrées en récession, d'autres par contre ont réussi à rester bons élèves. Tout cela, nous allons en parler, mais nous démarrons d'abord avec le Nigeria. Ce pays, à peine sorti de la situation économique difficile, ce géant d'Afrique traverse actuellement une grave crise de pénurie de carburant. Meïssa Babou. Oui, Aminata, c'est un contraste de façon. Ce géant du pétrole africain s'est malheureusement agenouillé depuis 2013. 2013-2014, quand le baril est passé presque à 27 $, 30 $, ce n'était pas le seul pays, mais il fait partie de ces pays qui comptaient pour 90% de leurs recettes fiscales sur le pétrole. En plus d'une sécheresse qui a traversé un peu ce pays. Et là aussi, il va falloir souligner l'impact trop négatif du terrorisme. C'est vraiment le départ d'un fléau qui va impacter même tous les pays qui environnent ce géant-là. Par conséquent, il est normal en fait de voir que ce pays, dans un passé récent, était effectivement en difficulté. Mais la nouvelle donne, c'est peut-être un problème maintenant de management qui se pose. Parce qu'en fait, une grève qui paralyse un pays de pétrole au point qu'il manque ce liquide précieux à la pompe, alors là, ça devient quand même simplement un problème de management. Mais ce n'est pas vraiment une crise économique sur ce pays-là. C'est vrai que cette grève arrive au mauvais moment. Bon, avant de poursuivre dans les discussions, je vous propose, je vous ai tantôt parlé du bilan qu'a fait la Banque mondiale. Nous allons regarder un élément sur ça avec Amadou Sabarba. La Banque mondiale fait état d'une embellie de la croissance économique de l'Afrique subsaharienne pour l'année 2017. Le taux qui s'établit déjà à 2,6% en 2017 devra atteindre 3,2% en 2018 pour passer 3,5% l'année suivante. Il faut que nos pays renforcent et approfondissent les réformes macroéconomiques et structurelles pour soutenir la croissance à long terme. Ces mesures doivent également prendre en compte le renforcement des institutions pour la croissance du secteur privé. Du côté des emprunts financiers, il reste beaucoup à faire pour les pays africains, le Ghana en particulier, même si la Banque mondiale prévoit un léger rebond entraîné par la reprise de la production pétrolière au Nigeria et la hausse des dépenses publiques en Angola. Nous devons continuer à travailler pour réduire le coût de l'emprunt afin de permettre aux entreprises d'avoir accès au crédit dont elles ont grand besoin. Et j'espère que ces statistiques se traduiront bientôt à meilleures conditions de vie des Ghanéens. En République démocratique du Congo, la situation financière est presque à genoux. La crise politique et la faiblesse des prix des produits de base ont plongé l'économie du pays dans la tourmente. Notre économie étant extravertie, nous achetons presque tout en dehors du territoire national. Pour manger, par exemple, nous dépensons 1,5 milliard de dollars américains chaque année pour acheter à manger en dehors du territoire national, ce qui contraste avec le potentiel que nous avons
La crise économique est une réalité en Afrique subsaharienne, une situation qui a entraîné des vagues de manifestations en 2017 du Nigeria, un géant de l'économie africaine, encore la Zambie, où l'augmentation du coût de la vie a suscité des remous sociaux, tout comme en Angola, où les investissements dans le secteur de l'éducation et la santé ont considérablement chuté. Alors, Mamadou Ndiaye, un mot déjà sur ce reportage signé Amadou Sabarba avant de revenir au Nigeria. Oui, mais c'est un aperçu, une photographie de l'instant du continent. Et je pense aussi effectivement qu'ils ont bien résumé l'état de l'ensemble de ces pays-là. Mais c'est un paradoxe que le continent soit perçu comme ça. Parce qu'on a montré la jeunesse, donc la vigueur, la vitalité, l'avenir. On a montré aussi des secteurs informels qui probablement dans le décompte de la Banque mondiale ne sont pas pris en considération, ne serait-ce que pour leur apport productif en tant qu'actif justement dans la formation effectivement de la croissance. Il faudrait aussi dire que le secteur informel marche plus en Afrique que le secteur formel. Il marche très fort et jusqu'à présent, la Banque mondiale bute à des difficultés pour essayer d'incorporer justement tout ce qui provient justement du secteur informel dans le décompte de la croissance publique. Pour cela, il faudrait être sur le terrain pour voir carrément la réalité. À mon sens, il faut effectivement le terrain, mais en même temps aussi voir, parce qu'il y a des gens qui ont prospéré, ceux qui ont fait 2 ans, 3 ans, 5 ans dans le secteur informel, c'est qu'ils y trouvent leur compte. Certes, ils ont été marginalisés, ils ont été peut-être mis sur la touche, mais eux, ils s'estiment heureux dans ces îlots où ils sont confinés, mais maintenant, il est temps peut-être qu'ils soient réinjectés, n'est-ce pas, dans la production nationale et puis pour voir maintenant comment on peut avoir une lecture plus contemporaine de l'économie africaine. Si on ne le fait pas, on passe toujours à côté de la plaque. C'est vrai qu'il relève de la compétence de nos gouvernements qui doivent s'en charger de manière à les intégrer dans cette économie-là. Mais si on revient un peu vers le Nigeria, cette grève concernant la pénurie du carburant tombe très mal. Oui, ça tombe très mal, mais je pense aussi qu'un dirigeant, c'est de la prévision. Quand on regarde un peu l'horizon à moyen terme, on devrait incorporer justement cet aspect-là, de la rédaction peut-être des forces sociales du pays. Le Nigeria, tout comme les pays africains, c'est un paradoxe. Voilà un pays qui a beaucoup d'atouts, mais probablement aussi les atouts dont il dispose sont également les éléments qui constituent les inconvénients de son économie. Robustesse, puissance, superficie, population jeune, donc ressources considérables, et puis ouverture sur la mer par une façade atlantique énorme. Donc tout ça, c'est des opportunités justement que le Nigeria n'a pas pu capitaliser. Mais en même temps aussi, le Nigeria est producteur de pétrole depuis au moins 3 décennies. Mais au moins, le Nigeria a vécu deux chocs pétroliers, celui de 1973 et celui de 1979. Donc, le 3e choc pétrolier qui est arrivé en 2008 devrait préparer le Nigeria à désamorcer au moins les chocs pour quand même montrer que par ces effets répétitifs de choc, il a été instruit par l'expérience. Mais on ne l'a pas vu. C'est comme si le dernier choc pétrolier n'est qu'un choc inédit pour le Nigeria. Et du coup, bon, les choses se sont effondrées parce que le baril a touché un pic de $142 et après, on est arrivé à $40. Vous voyez par exemple l'énormité de la chute. Eh bien, le Nigeria qui avait tablé, comme l'a dit le professeur, son budget lui-même sur les recettes pétrolières, eh bien, l'effondrement du prix du baril fait également s'effondrer l'économie nigériane. Avant de terminer avec le Nigeria, le pays avait enregistré une amélioration de son PIB avec l'élévation du secteur pétrolier qui constitue quand même 70% des recettes de l'État. C'est assez énorme, donc forcément, cette situation dégringole carrément. Oui, mais vous savez, quand la récession s'est sévie ces dernières années, il y avait le problème donc de la chute des prix du baril. Il fallait se préparer, M. Ndiaye l'a dit, mais pire, c'est que sa monnaie avait dégringolé. Et donc, ça a complètement englouti cette économie-là, qui, heureusement, peut-être, parce que le baril, ces temps derniers, depuis 1 an, frôle les $50. Mais le problème de fond, c'est que pour tous ces pays, ils avaient la malchance peut-être d'avoir du pétrole. Parce que nous, si vous prenez le Sénégal ou des pays comme le Sénégal, qui n'avaient pas cette chance-là, ils ont su se battre sur d'autres tablettes. Une diversification économique qui n'existe pas.
quand vous entendez dans le reportage quelqu'un vous dire que nous importons tout ce que nous mangeons, moi j'étais en République du Congo, mais ils vous disent carrément qu'ils ne vont jamais se baisser pour cultiver. Alors que ce pays, c'est comme la Casamance, tout est vert. Donc on ne comprend pas que tous ces avantages naturels ne soient pas quand même mis à la disposition donc, de l'économie nationale et que tout est importé, que finalement la seule recette n'est que le pétrole. Tout le monde presque est fonctionnaire, il n'y a pas d'entreprise privée de grande envergure. Voilà quoi, c'est vraiment un état-providence comme nous on l'a vécu dans les années 70. Je voulais juste ajouter que, je voulais juste ajouter que avec les différents chocs maintenant, on assiste à une sorte de fin du marché du bon marché du prix du pétrole. C'est-à-dire que même si ça repart, ça n'atteindrait plus les pics que ça avait atteint. Donc il ne faut plus façonner les économies africaines à l'aune justement de l'exportation ou de la production du pétrole. Désormais, on doit soit diversifier pour au moins se résister au choc, mais en même temps aussi, on doit diversifier pour avoir donc d'autres secteurs qui alimentent un peu le PIB. Oui, notamment l'agriculture. Surtout que le président américain a légalisé, autorisé en fait tout ce qui était interdit, c'est-à-dire que le pétrole offshore, comment on dit, en mer, et qui était un peu voilà, mis en veilleuse parce que voilà, on parlait un peu d'environnement. Mais quand le nouveau président est venu, il a dit à tout le monde, il faut aller exploiter. Donc on en a encore pour longtemps, pour une moyenne de prix qui va tourner peut-être autour de $50. Et moi je dis vivement, parce que j'ai travaillé avec un groupe sur ces pays-là, sur la problématique de la diversification économique. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de mil, il n'y a pas de maïs, il n'y a même pas d'élevage. Bon, ça ne se justifie pas. Donc, finalement, même quand tu es étranger là-bas, tu ne peux pas comprendre. Parce que là, dans le reportage, il y a une personne qui a aussi parlé de réforme macroéconomique structurelle. Oui, mais maintenant que ça fait très mal, maintenant que, n'oublions pas qu'on avait parlé de dévaluation pour un groupe de pays comme ça, là, l'Afrique centrale surtout. Et ceux qui ont leur monnaie, comme le Ghana, comme le Nigeria, mais il y avait une dévaluation. C'était une autodévaluation. Pratiquement, l'argent, voilà, c'était la moitié de sa valeur. Donc, quand ils ont vu qu'ils allaient tout droit vers le mur, mais ils sont d'accord maintenant pour un cadrage macroéconomique. Mais pour cela, il faut accepter non seulement de travailler avec les institutions, mais ne plus compter exclusivement, je dis bien exclusivement, sur quand même un produit qui peut trahir et qui peut effectivement oui. Quand on est détenteur disons d'une monnaie autonome comme le Ghana et le Nigeria, on a la planche à billets à côté. Si bien que quand peut-être l'économie tourne d'une certaine ou d'une autre façon, selon la conjoncture, on peut peut-être aussi faire marcher la planche à billets. Ça crée l'inflation. Et ça crée l'inflation. Ça crée l'inflation. Qui n'est pas trop et du coup, implicitement, c'est le débat Naira-CFA qui va se poser ultérieurement. Et vous comprenez pourquoi d'ailleurs le Nigeria est un peu réticent à ce qu'il y ait peut-être effusion de débats sur Et si vous prenez les pays comme l'Ouganda, etc., ceux qui sont plus à l'est, ils avaient beaucoup plus de dettes. C'est tellement endetté avec un investissement quand même public aussi très important. Et surtout la dette publique, je ne vous coupe pas, fait fureur carrément dans nos États. Oui, parce qu'en fait ces pays aussi avaient une vision du développement économique sur l'école, sur la santé, etc. L'Ouganda, vous savez, presque a le meilleur système de santé presque en Afrique. Quand on voit des drones aller, voilà. Et aussi le Rwanda qui prend exemple sur Ouganda. Oui, donc ces pays-là, c'était trop endettés, mais sur la base quand même d'une certaine réussite sur un certain produit. Voilà, si maintenant ce produit ne vaut plus grand-chose sur le marché, effectivement, vous voyez dans le reportage, ils disent clairement qu'actuellement ils ont des problèmes simplement pour rembourser, parce qu'ils n'ont plus les moyens de rembourser. Et là, si vous risquez d'être dévalué, ou en tout cas, voilà quoi. Voilà. En tout cas, c'est clair, et on prend aussi le cas de l'Afrique du Sud, première économie du continent, tout comme le Nigeria, où son économie est entrée en récession. Elle a reculé de 0,7% au premier trimestre de l'année 2017. La baisse de la consommation ainsi que la baisse de la production d'électricité et de produits manufacturiers ont expliqué ce mauvais résultat. Oui, l'Afrique du Sud, principalement, a aussi traversé une crise politique. Et ça, et une sécheresse. En fait, deux phénomènes qui ont impacté l'économie du pays, non seulement sur le plan agricole,
il y avait une très grande sécheresse 2015 surtout. Et en plus des problèmes du président sud-africain, oui, Zuma, ces problèmes politiques ont impacté négativement sur leur monnaie. Et là, l'inflation avait dépassé les 100%. On parlait de 200 à 300% d'inflation. Et là, c'est le coût de la vie qui est extrêmement, donc, voilà, qui se détériore très gravement. Et donc, voilà des pays qui ont besoin quand même d'une stabilité à la fois politique et économique. Quand même, parce que l'économie est frileuse. Il suffit simplement qu'un oiseau vole pour que les gens se retiennent. Et donc, il faut absolument, quand même, que dans nos pays-là africains, qu'on ait la culture, quand même, voilà, des équilibres. Voilà, c'est peut-être ça ce qui nous manque terriblement. En tout cas, cette situation en Afrique du Sud a surpris les économistes, hein, plus d'un. Mais je pense que l'Afrique du Sud a envoyé 2 signaux à l'échelle mondiale. Le premier signal, c'est Zuma qui s'acoquine justement avec une famille d'origine indienne, mais qui est bien implantée en Afrique du Sud et qui a développé une certaine connivence au point justement que les investisseurs se sont rétractés pour dire peut-être que quand le politique conjugue de façon combinée avec, disons, des forces, des milliers d'affairistes, sans qu'il y ait des raisons de transparence, ça peut au moins faire freiner donc, le niveau d'investissement. Le deuxième signal, qui est aussi important sans doute que le premier, c'est l'arrivée maintenant à la tête de l'ANC, justement, comment il s'appelle encore, le récent leader qui a pris la place de Zuma à la tête de l'ANC. Le nom ne me vient pas tout de suite. Mais ce dirigeant-là, lui, il vient du milieu des affaires. Et le voilà maintenant qui prend les rênes du parti politique avec virtuellement peut-être la possibilité de devenir chef de l'État, remplaçant Zuma. Si bien donc que ces deux choses-là combinées font que l'Afrique du Sud est à la croisée des chemins. Il lui faut régler cette question, dissocier les affaires de la politique, surtout de la politique dans son mauvais versant, et en même temps aussi, avec l'arrivée maintenant du nouveau leader de l'ANC, donner courage et un signal fort au milieu financier pour reprendre justement du poil de la bête et permettre à l'Afrique du Sud donc de redorer son blason. Il suscite un certain espoir. Il suscite un certain espoir, du point de vue en tout cas des milieux financiers, parce qu'il peut rassurer justement la communauté des investisseurs. C'est un géant dont le sous-sol aussi est extrêmement riche. Il y a tout ce qu'on recherche, c'est pas un pays, c'est un continent. Il y a franchement donc beaucoup de points positifs pour ne pas espérer un jour que ça s'écroule. Non, c'est peut-être, voilà, c'est un pays qui peut être en difficulté momentanément, mais il y a tellement d'atouts qu'effectivement on peut penser que ça va revenir, mais comme l'a dit M. Ndiaye, il faut donner des gages et des garanties. C'est-à-dire que vraiment l'investissement, même national ou étranger, a besoin quand même d'être sécurisé. Et par conséquent, quand c'est des businessmen, je suis certain que si on devait remettre les élections pour le président américain, mais les gens vont se dire, mais attention, parce que celui-là, il va nous mener où là? On ne savait pas l'audace qu'il avait au point quand même d'être un nihiliste finalement. Donc voilà quoi, je crois qu'il faut rassurer pour quand même faire revenir la confiance. C'est un pays industriel, ne l'oublions pas. Trop puissant. Il a énormément d'acquis, si bien que peut-être la crise elle peut être passagère si peut-être les gens prennent le taureau par les cornes. Mais en même temps aussi, je crois que les positions que l'Afrique du Sud occupe sur le plan international, place financière, capacité d'innovation, intégration justement des technologies dans l'économie. Aujourd'hui même, l'économie numérique est très bien placée en Afrique du Sud. Donc tout ça fait que l'Afrique du Sud a non seulement des atouts, mais son acquis industriel lui permet de rebondir quand les crises sont résolues. Et chaque fois justement, ce qui n'est pas le cas du Nigeria, parce que le Nigeria n'est pas encore un pays industrialisé, fortement implanté. Surtout l'industrie minière. Hein. Je pense que c'est quand même 13%. Et l'agriculture aussi. Voilà, donc c'est des positions extrêmement importantes pour ces secteurs-là, qui agrégés peuvent maintenant redonner de la vigueur à l'économie africaine. C'est l'agriculture-là qui était en difficulté il y a 2 ans, avec à cause de la sécheresse qui s'était... Voilà, il y a aussi d'autres pays, vous l'avez signalé tout à l'heure, qui sont affectés par la crise économique. Par là, on peut prendre aussi le cas de la RDC. Oui, la RDC, je crois a plus un problème politique. Ça aussi, c'est un géant, à l'image du Nigeria. Mais c'est un géant aussi à l'image de l'Afrique du Sud. Parce que son sous-sol, c'est... Au pied d'argile. Oui, au pied d'argile, certainement. Mais son sous-sol, c'est de l'or. C'est vraiment un pays, un grand pays. Mais, comme j'ai dit tantôt, c'est-à-dire l'économie est faite aussi avec un ensemble de valeurs.
quand une de ces valeurs-là tangue, immédiatement, voilà, les gens commencent à... Et donc, si vous liez la mauvaise gestion politique du gouvernement de ce gosse-là depuis qu'il est là-bas, Kabila, deuxièmement, l'instabilité politique, etc., et un peu cette rébellion-là, mais finalement, c'est un pays qui n'est plus debout. L'instabilité politique joue... voilà, et aujourd'hui la survie, si ce pays parvient à survivre, c'est à peu près à l'image du Nigeria, c'est-à-dire qu'il y a tellement de ressources que malgré les péripéties, les gens parviennent quand même, voilà quoi, à vivre. Et l'État aussi parvient quand même à se maintenir en tant qu'État et à faire des dépenses publiques. Mais c'est clair que c'est un pays qui est en difficulté, mais qui peut être une locomotive dans cette partie, en tout cas centrale de l'Afrique. En tout cas, un pays comme la RDC qui a tellement de ressources, on le dit chaque jour, qui est très riche, mais qui, dans le reportage, vous l'avez suivi au même titre que moi, importe presque, dépense plutôt plus d'1,5 milliard pour acheter à manger. C'est quand même grave. C'est très grave, Aminata. Il y a un adage qui dit « abondance de biens ne nuit pas ». Mais j'ai le sentiment, peut-être aujourd'hui, quand je regarde ces deux pays, le Nigeria et la RDC, que probablement abondance de biens nuit. Parce que voilà des pays qui ont effectivement tous ces atouts-là et qui n'arrivent pas à décoller, qui n'arrivent pas peut-être à organiser même la production et qui n'arrivent même pas peut-être à donner des gages pour une transformation justement de ces matières premières au plan local, ne serait-ce que pour créer de l'emploi. Susciter également l'édification des grands travaux. Vous savez, l'Afrique du Sud, l'Union africaine a préconisé, lors d'un des récents sommets de l'Union africaine, a préconisé que quand même il y ait des couloirs qui permettent maintenant aux pays de se ramifier. Ça, c'est pour au moins décloisonner les pays. Et en même temps aussi permettre... Les corridors, très bien, j'allais y arriver. Permettre à certains pays qui sont forts alliés de se construire mutuellement donc, des infrastructures qui décloisonnent justement ces économies-là, qui permettent à un pays de l'Interland d'avoir donc des débouchés sur la façade atlantique, si c'est en Afrique de l'Ouest ou bien peut-être même en Afrique centrale, et peut-être si c'est dans l'océan Indien également de la même façon, par exemple le Mozambique, la Tanzanie, le Botswana et d'autres pays, l'Éthiopie et autres. Mais ces choses-là ne sont pas encore modélisées et ne se traduisent pas justement concrètement sur le terrain. Si bien qu'il y a énormément de production qui tombe en désuétude, faute simplement de débouchés. Oui, mais... Et ça, il faut donc que cette question-là soit réglée. Et c'est pourquoi, parfois, quand je regarde le commentaire, c'est bien, mais l'approche est préconisée par allottement. C'est-à-dire que chaque pays est vu sous l'angle simplement d'un pays perçu dans ses frontières. Alors que l'économie d'un pays ne se réduit pas simplement à ses frontières institutionnelles, mais il faut que l'économie soit imbriquée dans un environnement. Et cet environnement doit être soit sous-régional, régional, mais sain aussi. Mais bien sûr sain. Parce que ce qui se passe en RDC, d'abord, la question de la stabilité se pose avec acuité. Il y a des régions de la RDC qui ne se considèrent plus, en tout cas du point de vue de l'imaginaire collectif, qui ne se considèrent plus comme rattachés à Kinshasa. Et c'est un problème. Les groupes rebelles, c'est des groupes rebelles donc qui sévissent. Sur l'ensemble de la zone est de la RDC, c'est encore... Kenya, Ouganda, RDC, partout, c'est la même rébellion. Voilà. Ici en Afrique de l'Ouest, vous voyez aussi que... Les chefs d'État ne s'y aventurent pas, que ce soit Kagame au Rwanda, que ce soit peut-être le Tanzanien ou peut-être le Kabila. Ils ne s'aventurent pas dans cette région qui est une région très, très, très chaude. Et même l'ONU, vous avez vu, l'année en 2017 a été victime effectivement par deux de ces experts qui ont été assassinés, froidement justement par des rebelles. Parce que simplement, ils préconisaient que la présence de ces fonctionnaires de l'ONU, c'est sans doute peut-être bon pour enquêter sur les services. Il faut donc de la sécurité à l'État. Il faut de la sécurité. Fondamentalement, l'économie, c'est la sécurité. C'est ça le problème. Fondamentalement. Il nous faut absolument sécuriser ces pays, ces zones. Bon, en quoi faisant, j'en sais rien. Si l'Espagne est plus civilisée en acceptant sa rébellion, en acceptant des élections, nous sommes un peu plus compliqués à être organisés. Et c'est des gens qui sortent de nulle part. Avant même, un peu plus dangereux même que les nards là, qui se battent là. Il faudrait même le dire que même au-delà de cette crise politique, il y a le terrorisme aussi qui s'y ajoute. Oui, mais récemment, vous savez récemment, ce terrorisme peut-être c'est le Kenya.
où on note quand même quelques groupes rebelles reconnus. Mais en dehors de ce pays, pratiquement, il n'y a pas en fait de groupe de rebelles, si ce n'est que maintenant c'est le Nigeria qui a ouvert le bal en Afrique de l'Ouest. Donc nous, on n'a jamais connu ces phénomènes-là. C'était peut-être de petites contestations en RDC, voilà, des groupes ethniques qui se battaient comme ça. Maintenant, si ajoute ce phénomène-là qui est à la porte du Sénégal, oui, ça fait encore, voilà quoi, ça fait encore. À mon sens, la marche de l'économie ne s'accommode pas de l'expansion justement des armes. Or, sur l'ensemble des pays africains, je pense qu'aujourd'hui, il y a un commerce très facile des armes. Très facile. De bout en bout, on retrouve justement des armes voilà, qui proviennent de la Corne de l'Afrique vers justement dans les pays de l'entente ou peut-être même voilà, en Afrique du Nord. Et ça, c'est une question tangible. Vous avez vu aujourd'hui, les chefs d'État ont érigé la question de la sécurité en priorité sur l'ensemble des pays. Et je crois que le souci fusionnel que les chefs d'État ont de vouloir au moins canaliser la question de la sécurité, si d'aventure ce souci-là, il l'étendait à l'économie, je pense qu'effectivement la prospérité serait au rendez-vous. Mais pour l'instant, voilà, les groupes prospèrent et se subdivisent, se sissiparisent, et puis bon voilà, donc ça menace... Une armée de l'UA assez forte, à l'image de ce que fait les Nations Unies, ça eux-mêmes, les Nations Unies même. Je crois que si chaque pays se sacrifiait suffisamment pour mettre autant de milliards qu'il en gaspille, on aurait une force avec des avions, des militaires bien formés. On n'aurait plus besoin de cette assistance, souvent française ou en tout cas européenne, qui en fait n'existe que quand ses propres intérêts sont en jeu. Regardez l'Afrique centrale, l'Afrique centrale, je crois. Voilà, là où, voilà, pour quelques miettes certainement de diamants, ce pays est mis sans dessus, sans dessous. En tout cas, il faudrait le dire, hein, les investisseurs aiment le calme. Et partout où c'est stable, parce que tu ne peux pas avoir un pays stable et aspirer à avoir beaucoup d'investisseurs. Je crois qu'après les nationalisations, excuse-moi, après les nationalisations des années chaudes de 70 à la Cheikh Touré qu'on a connu, moi je crois qu'après, au sortir de ça, ça devait être quand même tranquille. Et si c'est tranquille, effectivement, les gens viendront travailler avec nous. Mais bon, voilà que ça repart avec... voilà. En fait, la question de la sécurité, vous savez que c'est parce qu'il y avait des instabilités politiques dans certains pays qu'il y a eu justement cette insécurité. L'instabilité politique en Côte d'Ivoire a conduit justement à l'émiettement de certaines forces politiques en forces militaires. Et du coup, maintenant, chaque force rebelle occupait un espace. Voyez-vous. Donc il a fallu presque toute la sagacité donc, des dirigeants politiques ivoiriens pour arriver sans doute quand même à consolider un peu un consensus autour d'un dialogue. Marco VI d'abord c'était le déclenchement, mais après maintenant on est arrivé vers divers autres tables, comment on appelle ça, dialogue, pour arriver au moins quand même à consolider les acquis et puis sans doute, voilà. Mais tous les autres pays, post-conflit, pour se consolider, devraient au moins régler la question de la sécurité. Parce que la communauté des investisseurs, Aminata, elle se parle. Les gens se parlent. Ils ont, de la même façon que vous utilisez aujourd'hui la météo pour vous habiller ou bien pour vous endimancher, les investisseurs consultent. On rappelle le risque pays, ils le consultent. Voilà. Ils le consultent pour savoir maintenant dans quel pays il y a ethnique, politique. Il faut quand même protéger les investissements. Mais parfaitement. Mais bon, vous avez évoqué le cas de la Côte d'Ivoire. Nous allons y revenir justement. Il fait partie des bons élèves durant cette année 2017. Mais autre pays affecté par la chute des cours du pétrole et surtout par la prédation, d'après certains, du clan Dos Santos. Il s'agit de l'Angola. Oui, naturellement. Parce qu'en fait, c'est des économies qui ne sont pas équilibrées. Quand vous êtes monoproduit, encore que l'Angola vaut mieux que la République du Congo-Brazzaville. Parce qu'au moins en Angola, on accepte quand même de cultiver. Et on est aussi dans la forêt. Mais ces économies monoproduits, effectivement, sont en souffrance à chaque fois que voilà, le prix de leur principal denrée ou principal produit est en chute libre. En tout cas... Moi, je pense que pour l'Angola, il faut peut-être être un peu plus tolérant avec l'Angola. Parce que quand même, d'abord, il y avait un leadership incarné par Dos Santos pendant des décennies. Au moins, il a fixé un cap, une vision. Et donc, toute l'économie s'est orientée justement par rapport à cette vision-là. Ensuite, les revenus tirés justement du pétrole ont permis à l'Angola de se doter d'infrastructures, de construire. Et en même temps aussi, le président a pensé à ériger une fondation, n'est-ce pas, tirée des recettes du pétrole,
pour les générations ultérieures, les générations futures. Je crois que ça aussi, c'est une vision de la part de Dos Santos. Aujourd'hui, c'est l'endettement qui... Maintenant, à un moment donné, peut-être qu'il a été piégé justement par la manne financière tirée justement du pétrole. Et ils ont diversifié dans tous les sens sans qu'il y ait une certaine cohérence d'approche. Et du coup, quand il y a eu la récession née effectivement de la chute du prix du baril, ils l'ont ressenti parce qu'ils ne pouvaient plus simplement se contenter des avoirs, parce que ces avoirs-là aussi, il faut les fructifier. Et donc, la production baissant, parce que simplement, il n'y a plus d'ouverture sur les marchés d'approvisionnement. Et du coup, donc, l'Angola s'est retrouvé face à des difficultés énormes. Et pour recourir maintenant à l'endettement, ne serait-ce que pour financer le développement, ça posait des problèmes parce qu'il n'était pas expérimenté pour ça. L'équipe de Dos Santos n'était pas équipée, n'était pas très expérimentée en matière d'endettement, de négociations internationales. Sur le pétrole, sans doute, ils sont forts. Ils peuvent peut-être même à la limite envoyer des experts dans tous les pays pétroliers. Mais maintenant qu'il faut négocier pied avec des institutions multilatérales de coopération, à ce niveau-là, ils ont baissé pavillon et voilà, ils se retrouvent donc là. Heureusement que cette stabilité politique a permis également à l'Angola d'envisager donc en douceur le passage du témoin entre Dos Santos et son successeur. Voyez-vous, même si ce dernier également, peut-être, bon, voilà, il est en train sans doute de poser les pieds et les jalons pour justement sa signature personnelle sur les nouvelles institutions. Mais observons d'ici peut-être la mi-2018 pour voir un peu... Voilà. Peut-être que ça se fera. Vous avez évoqué tout à l'heure le phénomène de l'endettement, ce qui fatigue beaucoup l'Angola, surtout avec le nouveau président qui a quand même promis à son peuple de redresser l'économie. Mais apparemment, ce n'est pas chose facile. Oui, mais je crois qu'il sera accompagné. Parce que non seulement on le prend au mot, il a été, en tout cas sur le plan théorique, un bon théoricien du développement, mais comme un géant, c'est un pays aussi d'avenir, hein, qui a quand même la capacité, le potentiel nécessaire pour que les prêteurs ne perdent jamais leur argent. Ce n'est pas un pays qui repose uniquement sur la fiscalité. Donc, comme a dit Ndiaye, maintenant il faut les encadrer, ils ne sont pas forts dans autre chose. Mais il faut quand même que ces investisseurs-là comprennent que c'est un pays qui peut rebondir. Et c'est peut-être ça la chance qui fera que on acceptera peut-être des conditions assez difficiles pour ce pays-là qu'on pourrait refuser à un autre pays qui ne présente pas en fait les mêmes potentialités. Et puis excusez-moi Aminata, et puis l'Angola présente comme une situation assez amusante. Voilà un pays qui est potentiellement riche, mais qui est aujourd'hui trop endetté. Et ensuite, les investisseurs accourent. C'est ça que j'ai dit. Même dans ce contexte-là, les gens accourent. Pourquoi? Parce que simplement, il ne faut pas laisser la poule et les œufs d'or justement sombrer. Beaucoup de personnes le disent, hein, même les économistes. L'Angola est un pays très riche, mais les populations se posent la question de savoir, riche sur quel côté? Oui, c'est la question qui se pose. Moi, je crois que ça, c'est une question générale en Afrique. N'ayant pas la technologie, il ne faut pas s'attendre à ce que ces ressources-là nous reviennent de droit. C'est peut-être 10-20%. Ces pays qui ont de l'expérience peut-être négocient aujourd'hui mieux le traitement des mines et etc. là, peut-être à 25-33%, 40%. Je crois que c'est la fille de l'autre même qui était bien formée, qui connaissait parfaitement ce secteur qui a été enlevé récemment. Mais je crois que c'est des pays quand même qui ont une petite avance sur les autres en termes de négociation pour ne pas faire comme le Sénégal, 5% ou 10%. Et donc c'est peut-être ça qui est un peu un avantage pour que ces pays ne tombent jamais comme on pourrait le penser pour un autre pays. Et puis en évoquant les questions de richesse de l'Angola, il faut peut-être aussi que le pays arrive maintenant à résorber disons, la disparité entre les différentes couches sociales du pays. Il y a un happy few qui vraiment surnage, tandis que peut-être la grande masse sans doute vivote dans des difficultés extrêmement pénibles. Et le coût de la vie est très élevé justement à Luanda. Très élevé, en tout cas Luanda en est un épiphénomène. Mais je pense que si on développe une politique sociale, et d'ailleurs à l'échelle du continent africain maintenant, il y a des politiques sociales qui sont développées. Parce qu'on s'est rendu compte que si on ne pousse pas les gens vers plus d'activités, ils vont se révolter. Non seulement ils vont se révolter, mais en fait, les pays également, du point de vue de leur économie, plombent. Oui. Donc il faut arriver à donner aux gens au moins un minimum. Et avec ce minimum, peut-être chercher maintenant à consolider cela. Et peut-être faire une redistribution assez
équitable quand même des richesses du pays, ne serait-ce que pour les couches défavorisées, des hôpitaux, des écoles, des centres de santé civile. Voilà, donc ces infrastructures de base qui permettraient donc à la plus grande masse, au moins d'accéder aux services sociaux de base. Si on ne le fait pas, eh bien, le fossé grandira et du coup, toutes les politiques qui vont être préconisées ne seront pas toute cette jeunesse qui devient de plus en plus consciente et qui est exigeante à l'image de ce qu'on a au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de faire un beau travail pour exiger quand même de nos dirigeants plus de respect et plus une meilleure répartition quand même. Vous avez vu le mouvement Y en a marre du Sénégal s'est prononcé sur les questions en RDC. Oui. Et inversement, peut-être la jeunesse du Burkina Faso également s'est prononcée sur les questions qui se sont déroulées peut-être en RDC ou au Congo-Brazzaville pour dire nous ne pouvons pas comprendre que le pays, moins de 10 millions d'habitants, PIB assez élevé en son temps, mais aujourd'hui que tout périclite du seul fait parabolision de l'incompétence d'une équipe ou des gens. Enfin, c'est pas moi qui parle, mais c'est... Ils sont 3 millions d'habitants pour un pays. Et la monopolisation, des richesses par une famille. Voilà, quand on voit une carte de visite où on met un cabinet du cousin du président de la République, mais c'est... Oui, donc, oui, c'est la bonne adresse. Cabinet du cousin du président de la République. Bon, donc, il y a un problème de gestion dans ces pays-là. Parce que, parlant de Braga, c'est 3 millions de personnes peut-être. Le Gabon, c'est peut-être 2 à 3 millions. C'est-à-dire que, et puis, ces pays-là ont tout pour réussir. Le bois, le pétrole, on ne comprend pas pourquoi, depuis longtemps, ils ne sont pas parvenus au niveau du Koweït. Le problème principal de l'Afrique, c'est toujours cela, malheureusement. Mais il n'y a pas que des aspects négatifs, on peut le dire. Le Rwanda, par exemple, est devenu le pays africain le plus compétitif dans le rapport de l'indice de compétitivité mondiale qui a été publié pour les prévisions de son taux de croissance économique à 2017 était de 7,5%. Un mot sur le Rwanda, Mamadou Ndiaye? Oui, en fait, j'ai été à Kigali à 2 reprises. En tant que quand même connaître le pays, mais j'affecte de croire que tout cet enthousiasme qui est affiché par rapport au Rwanda résulte d'abord d'une équation que le Rwanda a réglée, c'est la question du leadership. Aujourd'hui, le président de la République, il est incontesté. Ça, c'est un aspect. Mais en même temps aussi, il est dans une démarche, disons, de construire un pays et de le modéliser. Mais il a remporté les élections à 98%. Parfaitement, mais bon, voilà, on ne s'attardera pas sur peut-être les considérations internes. Mais je vous dis simplement qu'au moins, il est un leader incontesté. Ensuite, la population, plus ou moins, adhère au projet qu'il a défini. C'est important, parce que quand les gens adhèrent, d'abord sur la question de la propreté, j'y étais quand effectivement on disait zéro sachet plastique. Voyez-vous, et pendant un certain temps, les gens étaient se rebellaient en disant mais comment ça, si on n'a plus les sachets, on aura quoi? Et progressivement, ça a déclenché chez les Rwandais au moins des mécanismes de créativité. Les gens ont dit mais on va remplacer le sachet par quoi? Et on a commencé par de petites unités. Les femmes sont allées par exemple dans la brousse pour récupérer justement des feuilles et ensuite elles ont tissé justement des sachets qui permettaient d'y mettre un peu les victuailles. Du coup, il y a une petite industrie naissante au niveau de la très petite entreprise et ensuite vers la PME. Donc il y a eu un essaimage, n'est-ce pas, de la créativité au niveau micro. Ça, c'est très important. Et tout cela au sortir de la grande crise sociale, le pays qui s'était un peu renfermé, au sortir donc de ces génocides-là, le pays s'était un peu renfermé sur lui-même, mais comme il a dit, ça dit que le leader est un atout. Il y a cette relation de confiance entre les citoyens et leur chef qu'ils le reconnaissent. Même 98%, moi je dis de façon, dans tous les cas, il est imbattable. C'est un leader qui est charismatique, qui est très aimé par la population, mais qui en plus quand même me semble orienté vers un cap
de développement économique et social pour la meilleure satisfaction en fait de ses concitoyens. C'est très sérieux en fait. C'est pas un peu à l'image de nos d'autres pays où quand on est chef quoi. Non, là-bas je crois que c'est une référence. Et puis ils ont vraiment axé tout le travail sur la gestion, axé sur ce qu'ils appellent les résultats, le GAR. Ça vraiment, n'importe qui est aujourd'hui investi d'un pouvoir au Rwanda, il y a ce qu'on appelle la reddition des comptes. C'est-à-dire que lui-même, il peut, en s'évaluant, savoir s'il a atteint ses résultats, ses objectifs ou non. Et du coup, maintenant, lui, il peut se poser s'il a, par exemple, disons, un destin plus long ou bien un destin moins long. Donc, la gestion des résultats fait qu'au moins ce mécanisme-là opère. Et ça a de la magie dans les populations. Parce que quand on dit qu'il faut construire entre une ville et une autre ville une route, et la route doit prendre peut-être 30 mois de délai d'exécution, les populations surveillent. Et au jour le jour, d'ailleurs, il y a un décompte, il y a une sorte de monitoring qui est installé quelque part publiquement, et les gens affichent. Quand je parle de route, je peux parler d'un hôpital, d'un centre de santé, d'une école, d'une autre infrastructure. Donc ce pays a été taillé sur ça. Et je crois que maintenant, tout autour du Rwanda, je pense qu'il y a 7 pays qui entourent le Rwanda, mais ces pays-là commencent maintenant à copier le modèle rwandais. En se disant, mais tiens, ces résultats, il n'y a rien qui nous différencie du point de vue géographique, du point de vue climat, du point de vue historique, du point de vue même du parcours du Rwanda. Donc pourquoi nous ne pouvons pas atteindre les résultats du Rwanda? Et je pense que maintenant, si vous regardez de très près, il y a une connexion maintenant entre le Rwanda et l'Éthiopie pour bâtir maintenant un axe assez puissant. Et donc, vous voyez, ça règle la question donc, des corridors dont on parlait tout à l'heure. Ils regardent qu'en fait, ils peuvent fusionner au moins un certain nombre de dynamiques. Et quand ils les fusionnent, c'est pour opérer justement à l'échelle de la sous-région. Et je crois que les résultats probants sont à la... Moi, ce qui m'étonne, c'est que quand on regarde de très près le développement des pays anglophones, c'est comme si ces pays avaient plus d'autonomie que nos pays francophones. C'est comme si nous, pays francophones, on est encore dirigé par l'autre. C'est vrai qu'aussi que le système des pays anglophones est plus libre que le système francophone. Mais oui, je crois que donc là aussi il y a un trait culturel. Historiquement, il y a ce qu'on appelle indirect role. Qui fait que ils ont plus de dynamisme, ils ont plus d'autonomie. Je ne vous coupe pas, mais c'est comme si nous, le côté francophone, nous sommes toujours à la théorie, mais eux, ils en sont à la pratique. Justement, c'est ça qui fait que... Nous sommes héritiers de 2 systèmes de colonisation totalement distincts. Les Français dirigeaient directement pendant la période coloniale et ils affectaient peu de pouvoir justement aux indigènes. Tandis que dans la partie anglophone, on suscitait le management. On laissait donc les autochtones eux-mêmes piloter donc les projets, mais qui sont concoctés sans doute peut-être à partir de Londres ou bien dans le Commonwealth. Là, nous avons peut-être la malchance d'être encore sous la coupole contrôlée, et donc ça nous fait moins d'autonomie. Mamadou Diaye a parlé tout à l'heure de management, en dehors de la propreté du Rwanda, qui, elle est la ville c'est le pays le plus propre plutôt en Afrique, qui est 3e même à ce qu'il paraît sur le plan mondial. La Banque mondiale avait classé aussi le Rwanda au 2e rang des pays d'Afrique subsaharienne les plus faciles à faire affaire et le 1er pays d'Afrique de l'Est. Oui, mais ça c'est un doing business soigné. Quand nous, au Sénégal, nous sommes à 140e place, c'est que justement nous manquons terriblement d'indices pouvant faire dire aux investisseurs là que ce Sénégal-là est un pays beau, c'est un pays sécurisé, etc. Donc ça c'est du management. Il faut réformer en fait. En profondeur, pas des réformettes comme j'ai l'habitude de le dire. Il faut aller dans le sens de réformes qui puissent sécuriser tous les investissements étrangers. Parce que là, sur le plan de la sécurité, sur les terres, parlons-en, mais voilà, une question centrale, la justice, etc. Donc, sur le plan de la fiscalité, sur le plan même de la vie de l'entreprise en interne, c'est-à-dire les consommations d'énergie. Vous savez, c'est des pays où pour consommer, j'ai l'expérience au Congo-Brazza que peut-être les ménages sont à 9 000 francs, quelle que soit la taille de la maison de facture. Et je crois que les petites entreprises, en tout cas comme hôtel, etc., sont à, je crois, dans les 22 000, 25 000 francs de facture. Alors, si vous mettez tous ces atouts-là,
mais le pays s'ouvre. Donc moi je crois qu'effectivement, il faut aller dans le sens d'un doing business reconnu par les pairs, reconnu aussi par la communauté internationale, pour quand même faire de votre pays un pays attrayant. Il ne s'agit pas simplement de dire que c'est un pays de la teranga. Le professeur a raison sur un aspect, en parlant donc du Rwanda. Vous savez qu'un investisseur qui arrive au Rwanda, d'abord il a été séduit pour prendre la destination du Rwanda. Ça c'est un aspect. Mais quand il arrive dans sa chambre d'hôtel, il trouve donc tous les aspects liés effectivement à sa visite. Agenda, rencontre, timing. Et puis ensuite aussi tous les éléments de reconnaissance justement de l'activité qu'il veut déployer au Rwanda, il les trouve sur place. Donc c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation, de management. Il est guidé. Il les trouve dans sa chambre d'hôtel, je veux dire. Sans être arnaqué. Non, du tout. Voilà. Et ensuite, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc il remplit s'il le faut online, s'il le faut, il remplit sur le papier, mais au moins quand même tout de suite aussi, il y a un agent qui vient récupérer les documents donc, et fait les courses à sa place. Donc, délai d'exécution extrêmement rapide. Si bien que quand certains pays se vantent ici d'être justement dans une semaine, vous avez la reconnaissance de votre entreprise ou bien dans 15 jours, mais au Rwanda, c'est moins de 24 heures. C'est dans une journée. Donc, le chef d'entreprise qui arrive, ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect maintenant est lié au fait que le Rwanda mise, n'est-ce pas, sur les seniors africains. Vous savez, dans beaucoup de pays, comme au Sénégal par exemple, dans beaucoup de pays, il y a des gens qui sont allés à la retraite à l'âge de 55 ans ou 60 ans. Le Rwanda a récupéré par exemple la plupart de ses talents et les a fait venir dans le pays, certains dans l'agriculture, d'autres dans l'élevage, d'autres dans le coton, d'autres dans l'industrie. Et donc toute cette matière grise, parce qu'ils sont encore actifs à 100 ans. Ils sont encore actifs. Et c'est cette expérience maintenant que ces gens sont venus diffuser au Rwanda. Le président adopte donc cette démarche, il donne de l'appétence à ces experts africains qui arrivent, et puis à la limite, il transformerait même Kigali comme un pays comme le Conakry au début des années 58, quand Sékou Touré également fascinait les élites africaines et les faisait venir à Conakry. Mais ici, c'est l'inverse. En tout cas, c'est un bon exemple à suivre. Hein, et à côté de cela aussi, il y a le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui ont aussi enregistré une hausse du taux de leur PIB. Oui, c'est une ressemblance, hein, Sénégal, l'Afrique de la CEDEAO. Cette Afrique de la CEDEAO, quand même, a cet avantage d'avoir une économie, je ne dis pas équilibrée, mais en tout cas plus équilibrée que les pays de l'Afrique centrale. Parce que nous ne sommes pas une économie à monoproduit. Nous avons la chance de ne pas dépendre exclusivement d'un produit. Et que donc, par conséquent, ces pays-là sont des pays qui travaillent beaucoup. Surtout, leur base, c'est l'agriculture. Très souvent, c'est l'élevage. Vous voyez tous les moutons qui nous viennent de nos voisins. Mais c'est aussi la pêche pour certains pays. Donc, ce dynamisme économique-là nous a donné quand même les moyens d'une diversification qui protège globalement l'économie, parce que pour plomber cette économie-là, ce sera extrêmement difficile. Quand bien même l'arachide ne marche plus, le Sénégal continue de faire ses arachides et ne ressent pas très fort en fait l'impact négatif du cours parce que bon, l'État est là et accompagne. Donc moi je crois que ce sont des économies qui se ressemblent et nous avons quelque part aussi la confiance encore des grandes institutions comme le FMI, la Banque mondiale, mais aussi des partenaires. Pensez simplement au Club de Paris. À chaque fois qu'un pays africain se présente là-bas, mais c'est des milliards qui sont annoncés. Donc je crois que nous sommes des pays faciles de commerce, ce qui nous vaut aujourd'hui avec des investissements publics majeurs, hein, parce que là, c'est l'investissement public qui porte pratiquement aujourd'hui cette croissance-là. Et donc voilà quoi, ces ponts, autoroutes, aéroports, ports, voilà quoi, c'est ça qui fait aujourd'hui presque la majorité de notre croissance. Et ces pays, je crois, effectivement, peuvent être un peu au-dessus du lot par rapport à l'Afrique centrale. Mais je ne prends pas en compte, bien sûr, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. C'est vrai que ces grandes institutions financières nous accompagnent beaucoup, mais il faudrait aussi noter qu'à la fin de cette année 2017, ils ont beaucoup alerté certains États par rapport à leur endettement et surtout par rapport à l'indice aussi de corruption. Surtout la grande qui, quand même, a un impact très grave sur l'économie. Ah oui, mais bon, donc ça appelle la bonne gouvernance. Je crois que, en tout cas, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont très sensibles à cette question-là. Au moins, les nouvelles élites, qui sont sans doute nettement mieux formées que les précédentes, et peut-être beaucoup plus conscientes justement des enjeux mondiaux, commencent maintenant à se dire que si on n'intègre pas la variable, disons la constance gouvernance,
nous ne pouvons pas arriver à des résultats très probants. Donc, et rapidement, hein, je ne vous coupe pas, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission, maintenant qu'on n'a que 2 minutes qui restent. Quelles solutions justement préconisez-vous, surtout pour cette année 2018, pour que quand même l'économie de la plupart des pays africains, pour ne pas dire la majorité, parce qu'on le souhaite, hein, aille bien? Moi, je pense qu'il faut établir les bases de confiance. C'est à tous les niveaux. D'abord sur les forces de production, mais ensuite sur les forces d'intermédiation, que ce soit les compagnies d'assurance, que ce soit les régimes juridiques, que ce soit également peut-être les banques. Donc tous ces aspects-là qui sont liés fondamentalement à l'émergence d'une économie doivent être impliqués dans les rapports de confiance. Et le politique également doit comprendre qu'en vérité, il n'a pas le monopole de la vision. Ça doit être partagé. Si par exemple le politique partage avec donc, les hommes d'affaires, les milieux financiers, donc les conseils juridiques, si tout ce monde-là se met en place pour essayer de bâtir justement un projet en synergie très bien, ça peut peut-être bon, valoir des résultats très probants encore pour ces pays-là, d'autant que pour l'instant, en tout cas, les appréciations justement de la Banque mondiale sont flatteuses. Mais je relève un seul aspect. Lors du sommet sur le climat à Paris, la Banque mondiale a fait une grosse sortie que je considère comme une bourde pour dire peut-être bon qu'à partir de 2040, je ne financerai plus peut-être bon les activités d'ordre de pétrole. Alors que le Sénégal vient justement de découvrir des gisements importants vers Kayar. En tout cas, Meissa Babou, le dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est accepter quand même un cadrage macroéconomique, mais aussi par rapport à la vision des politiques sectorielles. Par rapport en tout cas au truc. Et enfin, dire que nous manquons terriblement de financement. Il faut absolument régler la problématique du financement. Bon, espérons qu'en 2018, tous les États africains auront les financements dont ils ont besoin pour justement booster leur économie. Je rappelle que j'ai partagé le plateau avec Meissa Babou, économiste, et également Mamadou Ndiaye, journaliste économique. J'ai eu un réel plaisir. Encore une bonne et heureuse année 2018. Et un grand merci surtout à l'équipe technique et rédactionnelle qui ont assuré cette émission. Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débrief sur Médian TV Afrique.